repart dans nos assiettes. À l'OCP2O, encore un chien de chienne. Les hyènes ressentent la tumeur et moi je suis d'humeur palestinienne. Des gouttes de sang et pas de francs, malheureusement yo, j'ai pris des cartons, j'ai trop tiré la vie par le maillot. Ramasse à vie et conseil à la paix. Qui veut la paix, prépare la guerre, je te le rappelle. Mes auront mon soutien jusqu'à ce que je rentre l'âme d'où je viens. Pour un gramme ça... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'un sujet un petit peu différent. Ce sera une nouvelle forme de vidéo qu'il n'y a pas encore eu sur ma chaîne. D'habitude, il y avait une sorte de support, une œuvre qui me permettait de parler de choses qui me passionnaient, qui me permettaient d'analyser. Là, je parle d'un nouveau sujet. Comme vous avez pu le voir dans le titre, les mangaka sont-ils condamnés ? Alors avant que la vidéo commence, pour une fois je ne vais pas oublier, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et pour les plus cool d'entre vous, vous pouvez lâcher un petit commentaire. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un phénomène que j'ai réalisé moi-même en lisant des mangas, en regardant les œuvres que j'avais dans ma mangatech, dans ma collection. C'était de me dire pourquoi peu de mangaka avaient plusieurs œuvres. Et quand je dis plusieurs œuvres, c'est plusieurs œuvres classiques. Dans le sens où un chef-d'œuvre va pouvoir être répété dans différentes formes d'art. Par exemple, un album pour un musicien, un film pour un réalisateur. Par exemple, si on prend la filmographie de Quentin Tarantino, beaucoup vont dire que Inglourious Bastard est un chef-d'œuvre, Django est un chef-d'œuvre, Les 8 salopards est un chef-d'œuvre. Ça fait plusieurs films, Kill Bill 1, Kill Bill 2, Jackie Brown. Pourquoi dans le manga on ne peut pas dire qu'un auteur ait plusieurs œuvres considérées comme classiques ? Parce que si on prend une œuvre par exemple comme Naruto de Masashi Kishimoto, qui est considéré comme un classique, un chef-d'œuvre du genre, que les gens n'aiment ou pas, cette œuvre a un statut de culte. On sait que Naruto c'est culte. Cependant, comment ça se fait que l'auteur n'a pas fait d'autres œuvres classiques ? On peut prendre l'exemple de Bleach, de Tite Kubo, qui fait partie du Big Three aussi. Bleach est une œuvre culte. Comment ça se fait que l'auteur n'ait pas réitéré l'exploit ? Est-ce que c'est plus dur dans le manga ? Est-ce que c'est plus dur dans le milieu de la bande dessinée au Japon de faire des œuvres classiques ? Parce que quand on réfléchit à comment un artiste fait son œuvre, comment il l'imagine, le système au Japon est très compliqué. Déjà, pour être édité, c'est très compliqué. On en avait déjà parlé dans des précédentes vidéos. On avait parlé du fait d'être pré-publié dans des magazines pour ensuite sortir en tome relié. Mais ce qui est un peu vicieux, c'est que le manga, comme toute chose qui se vend, c'est un business. À la fin des magazines de manga, vous avez des questionnaires et des sondages pour voir quelle œuvre est la préférée de l'auteur. Donc imaginons que je gagne un concours pour être publié dans une œuvre, je vais sortir un chapitre chaque semaine, ça va correspondre à 2 tomes, et au bout d'un moment, le public ne va pas accrocher. Ça veut dire que le manga va être tout simplement arrêté. C'est un business. Au Japon, on ne mise pas sur l'art en lui-même, on vise sur le potentiel de vente, le potentiel de produits dérivés qui vont être vendus à travers cette œuvre. Donc quand on a des œuvres qui durent peut-être 50, 60, 70 tomes, c'est déjà une victoire exceptionnelle. Et ça laisse à l'auteur la chance d'avoir le temps d'exprimer tout son art, tout cet univers imaginé. Alors qu'un film, si on a les bons contacts, on a une bonne boîte de production et de l'argent, le film aura un début, un milieu et une fin. Il y a des mangas dont on ne connaîtra jamais la fin, tout simplement parce qu'ils n'ont pas rencontré leur public. Ils n'ont pas eu un succès au niveau du public. Je trouvais ça quand même un peu problématique. Donc là, le sujet de la vidéo, les mangakas sont-ils condamnés à ne faire qu'une seule œuvre classique ? Par exemple, je parlais dans la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vu, merci de l'avoir vu, de l'attaque des Titans. Hajime Isayama a pondu un chef-d'œuvre. Je parlais du titre de l'œuvre,
Shingeki no Kyojin, le titan assaillant, qui prend tout son sens au tome 23. Ça veut dire que pour développer son propos et donner une clé importante de son récit, on a dû attendre le tome 23. Peut-être que ça aurait pu être le cas pour énormément d'œuvres qui se sont arrêtées bien avant. Il y a des œuvres qui ne dépassent pas les 5 tomes. Il y a des artistes, des mangaka. On va par exemple prendre l'autrice de Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa je crois. Et elle a fait Fullmetal Alchemist qui a été un succès total dans le monde, en animé, en manga, mais on parle surtout de manga. Elle a fait pas mal d'autres œuvres. J'avais acheté une œuvre d'elle en 5 tomes qui s'appelait Hero Tales. Depuis, j'ai vu 2-3 œuvres passer d'elle, mais qui n'ont pas le succès de Fullmetal Alchemist. Pourtant, le dessin, le trait, c'est toujours le même auteur. Alors pourquoi un réalisateur, comme je l'ai dit précédemment, peut faire un film avec une fin, qu'elle plaise ou pas, alors qu'un mangaka, lui, est soumis à un rythme de prépublication intense. Un chapitre par semaine. Il bosse souvent tout seul, la plupart ont des assistants évidemment, mais il y en a beaucoup qui travaillent tout seul. Évidemment, on va tempérer le propos. Il y a des auteurs qui ont réussi à faire plusieurs classiques. On va prendre Togashi, le mangaka de Hunter x Hunter, mais aussi de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho est un succès incroyable. C'est un shonen qui a vraiment très très bien marché et qui est considéré aujourd'hui comme classique. Si on prend l'auteur de Vagabond, Takehiko Inoue, avant Vagabond, il avait fait le manga Slam Dunk, qui avait été un succès planétaire. Il a ensuite fait le manga Real, qui est un manga sur le basket handisport. Donc on peut aussi citer l'exemple de Boichi, qui a eu un énorme succès avec Sunken Rock, et qui a eu aussi un énorme succès avec Dr Stone. Il a aussi fait le manga Origin, que je suis en train de lire et qui pour moi est très legit, c'est vraiment un très bon manga. Mais je me posais cette question, j'ai pris quelques notes qui pourraient étayer mon propos. Si on prend par exemple Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, il a mis 40 ans à bosser quasiment sur la même œuvre. Il a fait des petits one-shots, une série qui s'appelait Japan à l'époque, et son œuvre n'a même pas pu arriver à son terme. Donc il a passé sa vie à tout simplement faire la même œuvre. Est-ce que le mangaka met tout son cœur dans son œuvre principale car il sait que le succès est éphémère et qu'il vaut mieux tout donner d'un coup? Est-ce que c'est la façon de penser les mangaka au Japon? Se dire, bon, j'ai une œuvre qui est publiée, j'ai du succès, toutes les idées de mon multiverse que j'avais dans la tête, je vais le créer et je vais le mettre dans ce manga. Par exemple, en France, on a beaucoup de chance, parce qu'on est le 2e pays consommateur de manga au monde, juste derrière le Japon, évidemment. Alors en France, on a énormément de titres qui sortent. Par exemple, si on va en Italie, j'avais fait une vidéo sur un manga qui s'appelle Get Backers, qui est sorti en France. Et j'ai un ami italien, salut Carlo si tu regardes la vidéo, qui a regardé ma vidéo et qui m'a dit « Je ne connais pas Get Backers. C'est sorti en France, mais moi c'est jamais sorti en Italie. » Donc en France, on a énormément de chance, vraiment. Parce qu'on a un marché manga tellement diversifié que, au bout d'un moment, les éditeurs se disent « Bon bah lui il a marché, lui c'est l'assistant de tel mangaka qui a marché. » Pour revenir à Get Backer, c'est fait par Rando Ayamine, qui était au dessin je crois, parce que au scénario c'est une autre personne. Mais Rando Ayamine était un assistant de Toru Fujisawa, l'auteur de GTO. D'ailleurs on va parler de GTO. Donc ce manga Get Backers est sorti en France, mais pas en Italie. Donc en France, on a beaucoup de chance de voir pas mal d'œuvres différentes de mangaka sortir. Alors, ce qui se passe avec GTO, c'est marrant parce que c'est un peu la catharsis de ce que je suis en train de raconter. L'auteur de GTO, Toru Fujisawa, a fait un premier manga qui s'appelait Shonan Junai Gumi, qui a été traduit ensuite par Young GTO. C'était une 30aine de tomes sur des bosozoku, donc des racailles au Japon, qui étaient des motards et qui étaient des gangs, etc. L'œuvre a tellement bien marché qu'il a décidé d'en faire une suite, qui a été GTO. GTO a eu un succès mondial incroyable, le ton était complètement décalé, et c'était très intéressant. Donc évidemment, ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient tellement fans de GTO, que quand il a voulu faire d'autres mangas, ses éditeurs, le public lui ont dit « Non, on veut du GTO ». Donc il y a eu des préquels,
il y a eu des suites à l'histoire de GTO, notamment Shonen 14 Days. C'est une série où Onizuka est dans son propre rôle de GTO et il s'occupe d'orphelins plutôt que de collégiens. Donc là on est vraiment dans ce que je suis en train de raconter. Le mangaka est condamné à faire la même œuvre toute sa vie. Ça veut dire il fait GTO, ça marche du tonnerre. Il sort un manga, il n'y a pas beaucoup de ventes. Il refait une nouvelle histoire de GTO, il fait des ventes. Il retente un autre manga, ça marche pas bien. Donc, pour s'assurer son gagne-pain, parce qu'encore une fois c'est un business, le mangaka est obligé de continuer son œuvre. J'avais aussi d'autres exemples, parce que le manga et l'art sont un business, attention, hein. Du moment où il y a une demande, du moment où il y a des choses qui se passent, ça devient un business. Et dans certains mangas, comme je disais tout à l'heure, le mangaka donne tellement tout ce qu'il a envie de faire que le travail est tellement étoffé que ça devient difficile de faire une œuvre qui est légale. Alors, j'avais aussi Tatsuki Fujimoto, mon chouchou, qui est le papa de Chainsaw Man, qui avait fait avant une œuvre qui s'appelle Fire Punch, qui avait été pour moi excellente. Et ensuite, il a fait deux one-shots, il a fait Adieu Eri et Look Back, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Et il a même sorti des recueils d'histoires qu'il a fait quand il était plus jeune. Alors, il y a aussi Clamp. Clamp, c'est un studio qui a fait plusieurs œuvres classiques, mais qui ont rencontré un très bon succès d'estime auprès du public, parce que c'était plusieurs mangaka. C'était pas juste une mangaka, c'était plusieurs mangaka, des femmes tout le temps, qui ont fait XXXolic, elles ont fait Tsubasa Reservoir Chronicle, Card Captor Sakura et je crois Chobit, mais Chobit je suis pas sûr. Sinon on a aussi l'exemple de Naoki Urasawa, le papa de Monster, qui a fait énormément d'œuvres, et vu qu'il a un très bon public en France et qu'on est le deuxième pays consommateur de manga, on a beaucoup d'œuvres en France de Naoki Urasawa. Il y a Monster, 20th Century Boys, Billy Bat, Asadora, donc c'est pour vous montrer que le mangaka n'est pas condamné, mais souvent l'œuvre classique fondatrice, il y en aura une, voire deux s'il y a de la chance, mais sinon très peu. Alors, si un manga s'arrête au Japon, c'est qu'il ne plaît pas. Au Japon, le système de publication est très strict et il faut être prêt, avoir un délire sérieux et ne pas être sensible, car ça peut très très vite s'arrêter. C'est ça aussi qui est très très dur à comprendre, c'est qu'au Japon, encore une fois, si le manga ne plaît pas, il s'arrête. Et des fois c'est un peu castrateur. C'est un milieu qui est magnifique parce qu'on a des œuvres impressionnantes, mais des fois on a envie d'avoir plus d'œuvres d'un auteur. On se dit que l'auteur se lance dans un manga, ça marche, donc il continue à faire des tomes, il peut dévoiler différents arcs, mais malheureusement c'est un peu compliqué. Le trait est important, mais par exemple quand on prend l'autrice de Fullmetal Alchemist, si on regarde ses autres œuvres, c'est quasiment le même chara-design, c'est quasiment les mêmes traits. Si on prend par exemple les mangas de Takehiko Inoue qui a fait Vagabond et Slam Dunk, le trait est un peu plus vulgaire, mais au niveau des yeux, c'est très sensible, c'est sensiblement pareil, pardon. On se rend vraiment compte que l'auteur a un trait et l'histoire qu'il va raconter va être différente, mais, comment dirais-je, ça va être dur de se renouveler artistiquement parlant quand on est dessinateur. Parce qu'un réalisateur peut changer la lumière, peut changer la couleur, peut changer le montage, peut changer le rythme de ses films. Mais un mangaka, c'est pas qu'il est plus limité, parce que pour moi le média de manga est un des médias les plus évolués. En tout cas en termes de plaisir, quand je lis un manga vraiment, c'est le média qui me parle le plus, le média où je me reconnais le plus. Mais évidemment, on est sur du dessin. Donc si un triangle, je le fais d'une certaine façon, ça va toujours être la même façon de faire un triangle, ça va être très très dur d'évoluer dans son trait. On peut notamment le voir dans Dragon Ball, vous avez sûrement vu passer le même, où on garde la tête, on change les cheveux et ça fait Sangoku, Vegeta, Sangohan, Tenshinhan, et ils ont à peu près tous la même gueule. Parce que malheureusement, encore une fois, le trait dans le dessin, c'est très très dur de le changer. Évidemment, c'est une vidéo un peu différente de d'habitude, c'est une vidéo réflexion. Ça veut dire que j'essaie de vous faire comprendre, ou j'essaie de vous partager un avis qui est: le mangaka est-il condamné à faire une œuvre classique? Est-ce que vraiment c'est possible d'avoir différentes œuvres? Quand on regarde les personnages de Yu Yu Hakusho et de Hunter x Hunter, il y a énormément de similitudes. Parce que, encore une fois, le trait est le même, c'est le même dessinateur derrière. Comment ça se fait que dans le manga, il y ait si peu de renouvellement au niveau de l'auteur? Est-ce que c'est le format? Est-ce que c'est l'attente du lecteur? Parce que le public joue énormément.
Le retour du public va donner par exemple un film qui, quand il est sorti, était très mid ou très lambda, et avec le temps, les gens se rendent compte du génie. Les gens se disent, bon, là, on est passé à un autre niveau, mais ça reste quand même classique. Par exemple, les comédies, ça arrive souvent dans les films ou dans les comédies, que quand le film sort, les gens se disent, ouais, c'est pas ouf, c'était marrant 2 minutes, mais c'était un peu trop comme ci, un peu trop comme ça ne m'a pas plu. Cependant, dans les comédies, on peut voir quelque chose qui arrive très souvent, c'est qu'elles deviennent cultes des années après. Pour finir cette vidéo et cette conclusion, j'ai demandé à un ami à moi qui s'appelle Mehdi Shamsa, j'en parle beaucoup, qui est lui-même dessinateur, mangaka, artiste, et je lui ai demandé, écoute, je vais faire une vidéo sur le fait que les mangakas sont-ils condamnés à sortir une seule œuvre classique. Dis-moi ce que t'en penses. Et je vais tout simplement vous lire le message qu'il m'a envoyé. Je pense que le facteur déterminant quant au succès renouvelé dans la carrière d'un artiste, c'est vraiment le public. Toi, en tant qu'auteur, tu as 2 choix. Soit mettre dans ton projet tout ce que tu as en termes de bagage d'imaginaire et vraiment créer quelque chose qui va refléter la somme de ton vécu, de ton expérience et ce qui alimente ton envie de raconter. Ou bien, créer une œuvre qui s'inscrit dans son époque, répondant à des codes bien précis en termes d'offres et de demandes. Cette deuxième option, bien qu'elle puisse être synonyme de succès, et même parfois emprunter cette authenticité sans compromis propre à la première option, aura une limite. Elle sera un témoignage de son époque. Et c'est là, je pense, le point déterminant qui fait qu'un auteur et artiste peut rencontrer à nouveau le succès ou non. Je pense que toutes les œuvres qu'on considère comme cultes ou incontournables ont ce lien, cette caractéristique partagée, celle de pouvoir être intemporelle, d'avoir déjoué le piège de la demande de l'instant pour offrir la demande qu'on n'attendait pas, mais qui perdurera sur la durée, car c'est le reflet d'un humain face au temps, plutôt qu'un humain qui tente désespérément de se maintenir dans son temps. Et c'est là où tout se joue, vis-à-vis du public. Est-ce qu'il saura répondre présent pour porter l'œuvre? Est-ce qu'il saura comprendre les intentions et le besoin de raconter de l'auteur ou de l'autrice? Comprendre ça, c'est, je pense, la meilleure façon de pouvoir enchaîner des projets qui parlent aux gens, parce que c'est avant tout des projets qui le portent en tant que créateur. Je finirai sur cet exemple, le film Blade Runner, qui a ce statut culte et d'œuvre influente maintenant, étant loin d'avoir rencontré le succès mérité à l'époque de sa sortie, car trop visionnaire. Et il a fallu que le public le redécouvre pour le porter au sommet. C'était très clairement un flop qui a été compris après coup. Sans les lecteurs, les spectateurs, on n'est rien. Et c'est important de ne pas leur donner autre chose que des visions non altérées de ce qu'on veut créer, loin des impératifs de ce que dicte une époque ou une mode. Ce qui est très intéressant dans ce que nous dit Mehdi, c'est qu'un auteur ne doit pas être influé par l'époque dans laquelle il crée. Ça doit être vraiment une temporalité propre. Il doit sortir de tout ce qu'il a engendré et pouvoir la ressortir après dans son œuvre. C'est d'ailleurs Lil Wayne qui disait, quand il crée un album, quand il est dans un processus de création, il n'écoute pas les choses qui sortent pour ne pas être influé dans sa création. Et je pense que le mangaka ou l'artiste, le créateur, c'est avant tout une chose de faire quelque chose qui lui plaît et pas quelque chose qui va plaire au public. Si les deux se lient, tant mieux, ce sera un énorme succès. Sinon, malheureusement, il pourra passer à côté de son public ou à côté de son moment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!